Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Voilà encore une fois, donc on va se voir pour cette séance. Euh, pour cette séance, donc on va surtout voir un certain nombre de propriétés des réseaux de Petri. Je rappelle que la semaine dernière, nous avons vu surtout les étapes à suivre pour modéliser un système donné, donc en utilisant l'approche réseau de Petri. Bien sûr, c'est une méthodologie de modélisation classique. Parfois, il faut respecter ces étapes. Dans un second temps, nous avons vu surtout quelques structures, si je veux dire, quelques structures de réseau de Petri. Aussi les types de réseaux de Petri, que ce soit les réseaux de Petri autonomes ou non autonomes, et quelques réseaux de Petri particuliers, et notamment distinguer par exemple entre graphes d'état et graphes d'événements. Puis nous avons vu des réseaux de Petri simples, des réseaux de Petri à choix libre. Aussi, nous avons vu le cas des réseaux de Petri colorés, des réseaux de Petri à capacité. Quoi encore On a vu le conflit structurel. Puis aussi les réseaux de Petri à capacité, les réseaux de Petri avec un arc inhibiteur. Je pense que parmi les structures les plus intéressantes qu'on peut rencontrer dans la littérature. Donc voilà. Donc maintenant, on va entamer cette partie de cours. Donc dans cette section, on considère les réseaux de Petri ordinaires. Donc, lorsque l'on souhaite mentionner des propriétés à une classe plus large, on le précise bien sûr. Donc, on donne des notations et des définitions. Donc, ici, vous avez devant vous un réseau de Petri quelconque. Et on peut noter le marquage de plusieurs manières, donc dans la littérature, dans les références que vous allez consulter. Donc, vous allez trouver pas mal de notation. Par exemple, on peut noter le marquage. Bon, ici, le marquage initial, en l'occurrence, c'est bien 1, 0, 0, 0. J'ai 5 places, donc je dois avoir 5 chiffres, 5 numéros, 5 marquages pour chacune de ces places. Donc ici, vous avez 1, 0, 0, 0. Je peux le mettre sous cette forme entre deux parenthèses avec des virgules entre chaque valeur ici. Je peux le mettre sous cette forme avec le T pour dire transposer. Je peux le mettre, bon, ça c'est la même chose que ça, donc sous forme d'une colonne entre deux crochets. Donc pour le marquage M0, il y a bien évidemment ici la transition T1 qui est validée. Donc on peut franchir T1 dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'on aura comme marquage? Donc on aura tout simplement le marquage 0, 1, 1, 0, 0. Donc j'ai noté ici le franchissement de la transition T1 à partir de M0 conduit à un marquage M1 qui est 0, 1, 1, 0, 0. Donc, on peut noter de cette manière. Ça veut dire vous avez ici le marquage de départ, M0. Ici, vous avez le marquage d'arrivée, M1. Et T1 représente la transition que nous avons franchie pour passer d'un marquage à un autre, ou d'un état de fonctionnement, si vous voulez dire, à un autre état de fonctionnement. On verra que on peut, au lieu de mettre qu'une seule transition, qu'il y a possibilité d'utiliser carrément une séquence de commutation ou une séquence de transition. Alors, on essaie de voir donc l'évolution de ce réseau de Petri en franchissant bien évidemment des transitions, en donnant bien évidemment ici les possibilités.
l'ensemble des possibilités. Donc, par exemple, M0 à M1 en franchissant T1, je récupère M1. À partir de M1, c'est-à-dire le marquage M1, je peux bien sûr franchir soit T2, soit T3. Donc, on aura soit comme marquage 0, 0, 1, 1, 0, ce que vous avez ici, ou bien M1. Si vous franchissez, bien sûr, T3, vous récupérez M3 à partir de M1, qui est 0, 1, 0, 0, 1. Après, soit à partir de M2, marquage M2 ici, ou à partir de marquage M3 ici, en franchissant soit T3 ou T2, on récupère le marquage M4. Marquage M4. Et bien sûr, une fois on est dans cet état-là, on a la transition T4 qui est franchissable, et donc on va retourner à notre état initial qui est celui-là avec comme marquage le marquage initial M0. Voilà, donc c'est traduit par cette flèche. Donc, en franchissant T4, je récupère mon marquage initial M0. Donc, ici, juste les notations qu'on vient de voir. Donc, ça s'appelle marquage accessible d'un réseau de Petrie, dans ce cas-là, ordinaire. OK. Donc, on note ici M0 étoile l'ensemble des marquages possibles, accessibles. Donc, M0, M1, M2, M3, M4. Donc, bien sûr, accessible à partir de M0. Si on suppose que M0, c'est l'état initial. Donc, on a la notion de séquence de franchissement. Elle est définie à partir d'un marquage donné. Donc, c'est une suite de transitions qui sont franchissables successivement. Je donne un exemple. Vous avez S, T1, T2. I, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, au lieu de mettre que T1, donc je peux, on va dire, réduire ou conclure sur toute la séquence de franchissement et on va directement vers le marquage accessible final. D'accord? Donc ici, on voit sur un tableau certaines notations. Par exemple, le franchissement de la transition T1 ou de la transition T2, on peut noter de cette manière. T1 plus T2 ou T2 plus T1. Donc ça, c'est un plus logique en gros, qui veut dire ou. C'est un ou logique. La deuxième ligne nous dit que le franchissement de T1 puis de la transition T2. Donc nous avons T1, T2. Donc remarquez bien que j'ai noté ici différent parce que aller franchir T1, T2, c'est différent d'aller franchir T2, T1. Parce que là, on va en gros dire que je vais choisir ce mode de fonctionnement dans un premier lieu, puis en franchissant T2, je vais choisir le deuxième mode de fonctionnement, chose qui est différente de la deuxième possibilité. Ça veut dire là, je vais choisir le deuxième mode de fonctionnement dans un premier temps, puis après le premier mode de fonctionnement. Donc, faites attention, ça n'est pas pareil. Donc, franchissement de la transition T1 puis de la transition T1. Ça veut dire que je vais franchir T1 deux fois successives et je note soit de cette manière T1, 2 ou à la puissance 2 est égal T1, T1. Je franchis T1 une première fois et une deuxième fois. Et bien sûr qu'on peut généraliser en la franchissant autant de fois que possible. Bien sûr, selon le nombre de jetons que nous avons au niveau de la place entrante à cette transition. Donc ici, vous avez séquence de longueur 2, notée T1, T2. Séquence de longueur nulle, donc dans le cas où votre séquence a une longueur nulle, donc tout simplement, vous remplacez par lambda. La répétition de franchissement T1, un nombre quiconque de fois, est noté T1, ici vous avez étoile, puis après vous notez est égal lambda plus T1 au carré plus T1 à la puissance 3, un certain nombre de fois bien sûr. On part de la notion de couverture. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un marquage MK court, un marquage M1, si
pardon, si le marquage de chaque place PI dans MK est supérieur ou égal à son marquage dans M1. Même place PI dans M1. Bien sûr, il faut qu'on a l'évolution d'un marquage à un autre. On peut noter de cette manière, MK supérieur égal à M1, parce qu'on a dit quelque part supérieur égal, donc c'est pourquoi vous avez ici supérieur égal, est équivalent à dire que le marquage K de PI supérieur égal au marquage I de PI, quel que soit bien sûr PI appartenant à l'ensemble des places de notre réseau. Donc on dit qu'un marquage MK est supérieur à un marquage M1, donc supérieur, on n'a pas dit supérieur égal, ou couvre, donc soit la possibilité de dire un marquage supérieur à un marquage ou un marquage qui couvre l'autre marquage. Si MK couvre M1 avec au moins une place PI, donc il faut qu'il y ait au moins une place PI telle que MK de PI soit supérieur strictement à M1 de PI. Donc, on peut noter de cette manière qui est équivalent à écrire MK supérieur égal à MI et l'existence, bien sûr, il faut qu'il existe une place PI appartenant à l'ensemble des places, telle que MK de cette même place PI qui existe ici soit supérieure, je note strictement à MI de PI. Donc, on a, il faut qu'il y ait au moins cette place qui existe telle que son marquage MK est supérieur strictement à son marquage MI. Ok, donc on voit aussi la notion de réseau de Petri borné. Borné, limité, donc ça vient de la 1, donc cette notion. Donc une place PI dite bornée pour un marquage initial M0, s'il existe un entier naturel K, tel que pour tout marquage accessible, à partir de M0, le nombre de marquages dans PI est inférieur ou égal à K. Donc, si le marquage ou bien le nombre de marquages ou de marques de jetons dans PI est inférieur ou égal à K, donc on parle de système ou de réseau de Petri K borné. Donc un réseau de Petri est borné pour un marquage initial si toutes les places sont bornées pour M0 et les K bornés s'ils sont K bornés. C'est-à-dire l'ensemble des places sont bien sûr K bornées. Donc ici, vous avez le cas d'un réseau de Petri non borné, ici le cas d'un réseau de Petri borné. Borné, c'est clair ici. Je franchis cette transition. En tout cas, je ne vais jamais dépasser un certain nombre de jetons K. Par contre, ici, si vous remarquez, à chaque fois que je franchis T1, avec ce réseau, rappelez-vous, c'est un réseau de Petri impur, puisqu'il y a une transition qui a comme place d'entrée la même place de sortie. Donc, c'est un réseau de Petri impur. Mais quand vous voyez ici, à chaque fois que je franchis, il y a un jeton qui se rajoute sur P2. Et donc, ça va aller vers une valeur infinie. Donc, on parle d'un réseau de Petri non borné. On parle aussi d'un réseau de Petri sauf. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, un réseau de Petri dit sauf ou binaire. Donc, selon les Pokans, on peut trouver les deux notions. Pour un marquage initial M0, si pour tout marquage accessible, chaque place contient au plus une marque. Donc, cela veut dire qu'il s'agit ici de la bornitude, de la même notion, mais limitée à 1. On peut le reformuler sous la forme s'il est un borné. Tout à l'heure, c'était K borné, maintenant il est un borné. Ça veut dire qu'on ne va pas dépasser un jeton pour la place telle ou telle du réseau en question. Alors ici, vous avez deux cas, K borné et K non borné dans un certain nombre de réseaux de Petri. Donc, vous avez deux réseaux de Petri en gros, et quand on va chercher leur évolution, et à un moment donné, on va
se retrouver avec un réseau de Petri qui est borné et on peut bien sûr déterminer même la valeur de K. Donc ici, supposons ici c'est M0 l'état initial ou le marquage initial de ce réseau qui est de 1. Ensuite, vous allez franchir T1, vous récupérez un marquage M1 de 1 de 0,3, 1, 2, puis après de 0,3 en franchissant la même transition. Et donc, après, je vais faire la même chose. Donc, on a brûlé des étapes, mais supposons que nous allons faire la même chose qu'ici. On va franchir T2 une première fois, une deuxième fois. Si jamais j'avais 3 ici dans le cas généralisé, donc je vais de suite passer vers M3. Donc ici, il y a des, on va dire, des états intermédiaires qu'il faut mettre. On franchit T2 une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et on se retrouve au niveau de ce marquage M3. Et donc, notre réseau de Petri est K borné, si vous voulez dire. D'accord 3 bornés. Donc, avec K est égal à 3. Ici, le cas B non borné, donc toujours, vous voyez, le même problème qui se pose. Donc, à chaque fois qu'on franchit T1, bah, tout de suite, le nombre de jetons, le nombre de marques au niveau de la place P2 augmente, et ainsi de suite. C'est-à-dire que ça va augmenter de façon infinie. Donc, il s'agit bien d'un réseau de Petri non borné. Aussi, on rencontre les notions de vivacité et blocage. Vivacité, ça vient de vivant, quelque chose qui tourne toujours, on va dire, et blocage, ça vient de quelque chose qui est bloqué. Donc ça bloque, à un moment donné, on ne peut plus évoluer. Donc le marquage d'un réseau de Petri évolue par franchissement de transition. Lorsque certaines transitions ne sont pas plus franchissables, lorsque toute ou partie du réseau de Petri ne fonctionne plus, il y a probablement un problème de conception du système étudié. Donc, en gros, ici, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on a une évolution normale, donc on parle de la vivacité, et lorsqu'il y a un problème quelque part, que ce soit au niveau de fonctionnement d'un sous-système appartenant à ce système global, ou peut-être un problème au niveau de la transition au-delà de la place, on pose toujours la question en disant qu'il y a un problème au niveau de la conception. Donc, c'est pourquoi on insiste toujours sur le fait de donner le temps suffisant pour faire une modélisation juste, une modélisation claire, et par la suite, une conception que le client peut accepter et qui sera bien sûr traduit en réalité pour qu'il nous donne un produit final, on va dire, acceptable. Donc, la définition, une transition TJ est vivante pour un marquage initial M0, c'est pour tout marquage accessible M et appartenant à l'ensemble des marquages M0 étoile, il existe une séquence de franchissement S qui contient la transition TJ. Donc, la transition TJ doit exister dans cette séquence de franchissement qui existe bien sûr à partir de MI, donc, pour qu'on puisse dire que la transition est bien vivante. Maintenant, pour le cas réseau de Petri général, donc un réseau de Petri est vivant pour un marquage initial M0 si toutes ces transitions sont vivantes pour M0. Donc, ce que nous appliquons pour comme condition, bien sûr, pour la vivacité de TJ, doit être, dans le cas réseau de Petri général, appliqué sur l'ensemble des transitions, pour, bien sûr, juger la vivacité de réseau de Petri. Donc voilà, donc ici vous avez l'illustration de la vivacité pour l'exemple A ou l'exemple B. C'est un réseau de Petri ici qu'on va dire qu'il est vivant. Mais ici, c'est un réseau de Petri qui est quasi vivant. Parce que T1 se trouve quand même dans une séquence au début qui appartient donc à un réseau de Petri qui va être quand même vivant une fois franchir T1. Donc on parle de quasi vivant parce que T1 sera rencontré au moins une fois dans une séquence donnée dans un réseau de Petri quasi vivant. Donc, si un réseau de Petri est vivant, cela signifie que, quelle que soit l'évolution, aucune transition ne deviendra définitivement infranchissable. Ça veut dire que l'ensemble des transitions sont franchissables.
On dit qu'un réseau de Petri est conforme s'il est sauf et vivant à la fois. Donc, sauf, on vient de voir la notion sauf, ça veut dire qu'il est borné. Donc, ça veut dire que K est égal à 1. Et vivant, c'est ce qu'on vient de voir, c'est que l'ensemble des transitions sont vivantes. Voilà la notion de la quasi-vivante, donc la quasi-vivacité. Donc, les transitions TJ quasi-vivantes pour un marquage M0, s'il existe une séquence de franchissement qui contient TG à partir de M0. D'accord? Donc, un réseau de Petri quasi-vivant, si toutes ces transitions sont quasi-vivantes. Donc ici, on parle d'un exemple pour lequel nous avons la quasi-vivacité comme première propriété, mais avec blocage. Pourquoi avec blocage? Parce que tout simplement, si je franchis T1, je bloque à ce niveau-là et le système ne peut plus évoluer. Par contre, ici, je peux dire que ce réseau de Petri se caractérise par deux propriétés qui sont la quasi-vivacité, puisque vous avez T1 qui se trouve et T2 qui se trouve en moins dans une séquence de franchissement. D'accord. Après, ça reste toujours vivant. Hein. Donc, même si j'arrive pas à mon état de départ ou mon état initial, ben, je reste toujours dans le cas vivant. Mais vu que je franchis T1 ou T2 une seule fois, selon la définition, ben, on parle de quasi-vivacité. Mais aussi, elle n'est pas un réseau de Petri bloqué, puisque son évolution ne s'arrête pas. Donc, il va évoluer, bien évidemment, en fonction du temps, en fonction des contraintes que nous avons. Bien sûr, il ne peut pas évoluer de façon infinie, éternelle. Donc, mais bon, au moins, nous avons ces deux propriétés qui sont satisfaites. Alors, la notion de blocage, on appelle aussi est-appui, donc je pense que la première séance, nous avons déjà vu c'est quoi un est-appui, d'accord? Ça veut dire, vous avez une transition et juste au-dessous, il y a une place et après, il n'y a plus rien. Donc, et à chaque fois qu'on franchit cette transition, le nombre de jetons, le marquage de cette place-là commence à augmenter de façon continue. D'accord? Ok, donc le blocage ou est-appui est un marquage tel qu'aucune transition ni validée. Vous voyez? Donc un réseau de Petri dit sans blocage pour un marquage initial 0 si aucun marquage accessible n'est un blocage. Donc si on est dans le cas ici avec blocage, comment on peut parler de blocage par rapport à cela? Comment on l'explique? Donc, tout simplement, en essayant dans un premier temps, voir quelles sont les différentes possibilités d'évolution. Donc, ici, déjà, on peut franchir T3, parce que T2 ne peut pas franchir dans un premier temps, vu que nous avons pas les conditions de franchissement. Donc, ici, on a la possibilité. Donc, une fois que je franchis T3, donc je réussis je veux dire, un jeton. Pareil ici, j'ai un jeton. Ensuite, T2 devient franchissable, je valide, donc je franchis T2, et donc ici j'aurai un 1, ici j'aurai un 0, ici un 0, et donc après, je peux bien sûr franchir T3. Une fois que je franchis T3, j'aurai ici un jeton, mais ici j'ai 0. Donc je suis dans l'état blocage puisque je ne peux pas encore évoluer. Voilà comment on peut expliquer le blocage à partir d'un exemple. Alors, il y a aussi la notion de conflit effectif. Donc, on a déjà vu la notion de conflit structurel. Donc, il y a une petite différence entre les deux, entre conflit structurel et conflit structurel effectif. Donc, nous avons déjà présenté la notion de conflit structurel. Nous allons préciser maintenant la notion de conflit effectif et de persistance. Donc, rappelons qu'un conflit structurel correspond à un ensemble d'au moins deux transitions termes 2 qui ont une place d'entrée en commun. Par exemple, ici, vous avez PI et vous avez deux transitions qui ont une place d'entrée en commun qui est PI.
Définition. Donc, un conflit fictif est l'existence d'un conflit structurel K et d'un marquage M tel que le nombre de jetons dans PI est inférieur au nombre de places, de transitions plutôt, de sorties de PI qui sont validées par M. Donc, je donne deux exemples pour un petit peu expliquer cette définition. Si vous avez un premier exemple sans conflit effectif et un deuxième avec un conflit effectif. Pourquoi? Donc, nous avons la même structure, le marquage change cette notion. Donc, influence bien évidemment la notion de conflit structurel et conflit structurel effectif. Ici, vous avez bien un système qui a un conflit structurel, d'accord, puisque la sortie de cette place a au moins deux transitions. À la sortie, on a au moins deux transitions. Donc, on peut aller dans ce sens, on peut aller dans ce sens. D'accord? La même chose ici, c'est pareil. Donc, c'est un conflit structurel, mais sans conflit. Plutôt, avec conflit. Ici, sans conflit, parce que j'ai deux jetons au niveau de cette place. Et d'après la définition, donc le nombre de jetons dans PI doit être inférieur au nombre de transitions pour que je puisse parler de conflit structurel. Donc ici, puisque c'est supérieur ou égal, donc c'est le cas ici, égal, donc il n'y a pas de conflit effectif. Ici, puisque 1 inférieur à 2, donc vous avez un conflit effectif. Voilà ici certains exemples qui montrent, qui illustrent cette notion de conflit effectif. Donc déjà pour A et B, est-ce que nous avons un conflit effectif ou pas? Ben non. Si je prends par exemple cette transition, euh, alors, est-ce qu'il y a un conflit effectif ou pas? Bon, puisqu'ici, il n'y a pas de jeton, donc T2 n'est pas considéré, on va dire, n'est pas considéré comme étant une transition euh, qui fait ce conflit-là, qui ne permet de dire qu'il y a un conflit. Donc, j'ai un conflit tout simplement relatif à P2 entre T1 et T2. Donc, P3, on va dire qu'on ne va pas le prendre en considération. Donc, il n'y a pas de conflit dans ce cas-là. Voilà, donc puisque il n'y a que T1 en gros. Non, parce que ici, T2 n'est pas franchissable. Si jamais T franchissable, oui, peut-être ce serait peut-être le cas. Donc c'est pour cette raison qu'on n'a pas considéré comme étant un conflit fictif. Alors pour le B, en effet, nous avons ici. Alors, est-ce qu'il y a un conflit ici ou pas? Non, il n'y a pas de conflit, tout simplement parce que j'ai deux jetons au niveau de cette place et bien sûr au niveau de la sortie, là où il y a le conflit structurel, j'ai deux transitions. Deux transitions et deux jetons dans la place, il n'y a pas de conflit. Alors, si je prends le cas C, on voit bien qu'il y a un conflit puisque vous avez qu'un seul jeton au niveau de cette place P2 alors que vous avez au niveau de la sortie de transition. Et la condition, c'est que on doit avoir un nombre supérieur ou égal au nombre de jetons au niveau de la sortie de la place en considération qu'on est en train de traiter. À ce niveau-là, ici, bien sûr qu'il y a un conflit, ça ressemble à cela, mais ce conflit, il persiste. Hein. Ça veut dire à chaque fois qu'on franchit à la fois T3 ou T4, ben, je reviens à ma place avec un jeton, et donc toujours j'ai le problème de conflit effectif qui persiste. Donc, effectif, conflict, but persistence. Aussi, on parle de la notion de réseau de Petri invariant. Cette notion, on va le revoir aussi dans un autre chapitre pour parler de P invariants et des T invariants. Donc, à partir d'un marquage initial, le marquage d'un réseau de Petri peut évoluer par franchissement de transition. Il n'y a pas de blocage, le nombre de franchissements de transition est illimité.
Néanmoins, on ne pourra pas atteindre n'importe quel marquage. Et on ne pourra pas franchir n'importe quelle séquence de transition. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut rester limité. Bon, prenons en considération, par exemple, l'énergie qui peut s'arrêter à n'importe quel moment. En tout cas, on ne peut pas faire évoluer le système de façon éternelle. Donc, voilà ce que ça veut dire en gros. Des invariants permettent de caractériser certaines propriétés, des marquages accessibles et des transitions franchissables, quelle que soit l'évolution. Donc, de toute façon, cette notion, on va y revenir de façon approfondie avec un calcul bien spécifique. Définition. Soit un réseau de Petri R épelle l'ensemble de ses places. On a un invariant de marquage. S'il existe un ensemble P' appartenant à l'ensemble P1, P2 jusqu'à PR, qui est un ensemble includant grand P, qui est l'ensemble des places, et un vecteur de pondération, Q1, Q2 jusqu'à QR, tel que Q1 fois le marquage P1 plus Q2 fois le marquage P2, plus QR fois le marquage de QR, est égal à une constante pour tout M appartenant à l'ensemble des marquages M0 étoile. Donc, P' est appelé composante conservative, d'accord? Et un réseau de Petri conservatif, c'est seulement si P' appartenant à P. Ça veut dire appartenant à l'ensemble est égal plutôt, désolé. Ça veut dire confondu. P' et P sont confondus. Donc ici, on parle de composante conservative, mais dans le cas général, il faut qu'il y ait cette égalité. On parle aussi de composante conservative. Ça veut dire que vous avez, pour le cas des 4 saisons, donc la somme des marquages est égale à 1. Ici, on peut récupérer la somme du marquage relative à la séquence 1. Ça veut dire si nous choisissons de franchir, par exemple, T2 avant T3, donc M1, M2, M4 est égal à 1. C'est le même exemple qu'on a vu tout à l'heure. Ou bien la somme des marquages relatifs à la séquence 2, la deuxième possibilité est égale à 1. Donc finalement, nous récupérons 2M1 plus M2 plus M3 plus M4 plus M5 est égal à 2, qui ressemble à cette équation que vous avez ici. Donc avec comme vecteur de pondération, si vous voulez récupérer le vecteur de pondération, ici c'est 1, 1, 1, 1, il n'y a pas de problème. Ici vous avez 2, 1, 1, 1, 1. Et bien sûr, avec une constante, ici est égal à 2. Et les MP1, MP2, MPR représentent ici les marquages M1, M2, M3, M4, M5. Donc, on parle de composantes conservatives. À tout instant, une seule saison, par exemple, dans ce cas-là. On parle de composantes répétitives, donc ça vient de répéter, répétition. Donc, vous avez à partir du marquage M0, en passant par cette séquence T1, T2, T3, T3, 4 en récupérant M0. Donc, on appelle séquence répétitive stationnaire une séquence de franchissement telle que M0 en partant de M0, puis en franchissant S, en revenant à M0. Donc, elle est dite complète s'il contient toutes les transitions. D'accord? Donc, je pense que c'est clair, donc répétitif, donc ça vient, ça veut dire qu'à partir de M0 et en passant par un certain nombre de franchissements, de transitions, donc en revenant à notre marquage initial. Vous avez aussi la notion de graphe de marquage et arborescence de couverture. Donc, le graphe de marquage est composé de nœuds qui correspondent au marquage accessible et d'arcs correspondant au franchissement de transition faisant passer d'un marquage à l'autre. Donc, ici, vous avez un exemple illustrant un petit peu cela. Vous avez un marquage qui était l'état global du système à un instant donné, puis le marquage initial 0, c'est l'état initial. Donc ça, c'est juste un rappel. Après, au fur et à mesure, on essaie d'expliquer mieux ces notions
par exemple l'arborescence de couverture. Donc autrement, donc le graphe de marquage accessible est un graphe dont chaque sommet correspond à un marquage accessible et dont chaque arc correspond au franchissement d'une transition permettant de passer d'un marquage à l'autre. Donc ici, vous avez votre graphe de marquage. Donc à chaque fois que j'ai un marquage, après évolution, je le note, bien sûr. Par exemple, ici, le marquage initial M0, c'est 1, 0, 0, 0. Ensuite, ce qui est possible, c'est de passer par T1, donc je reste cela comme marquage. Ensuite, cela, si je passe par T2, T3, j'aurai ce marquage, ce marquage. Ensuite, une fois vous avez le marquage ici 0011, donc je franchis automatiquement T4 pour retourner à mon marquage initial. Donc ça s'appelle graphe de marquage. Hein, donc le réseau de Petri ici bien borné, il est sauf aussi parce que nous avons un réseau de Petri qui est un borné. C'est pourquoi on a dit sauf. Vivant, donc il est vivant, il n'y a pas de blocage nulle part. Et réinitialisable, ça veut dire que je retourne à mon état d'initiation initiale, à mon état de départ, ou mon état initial. On parle de réinitialisation. Pardon. Donc T1, T3, T2, T4 et T1, T2, T3, T4 sont des séquences répétitives. Alors, donc on parle de la répétitivité. Vous avez ici un exemple classique, c'est le vérin qui fait des entrées et des sorties tout simplement. Bien sûr, une fois qu'on lance le système en appuyant sur le bouton correspondant pour lancer l'ordre du cycle. Donc, bien sûr, ce vérin a deux, en général, on a deux. Donc, ça dépend de toute façon si je prends le cas vérin, un double effet ou simple effet. Mais en gros, vous avez des positions, position 1, position 2, position à atteindre, position initiale. Donc, ici, on suppose que le vérin est à son état initial, en attente. Ensuite, après départ cycle, donc ordre de cycle, donc le vérin va pousser, va sortir, jusqu'à ce qu'il arrive à la position ici. Donc, vous imaginez que vous avez un capteur ici de position. Donc, nous avons la position atteinte. Donc, ça veut dire que mon vérin est arrivé là. Ensuite, il va se retirer, il va rentrer à sa place vers son état initial. Donc, ici, tirer, et donc le capteur va dire que le vérin est bien rentré, et donc il revient à son état initial. Donc, l'objectif ici, c'est de chercher le graphe de marquage. Donc, le graphe de marquage, il est là. Donc, on voit bien que nous avons une notation différente de la première, mais vous allez voir qu'on a plusieurs possibilités de noter ou de schématiser un graphe de marquage. Donc ici, par exemple, vous avez le marquage initial, c'est bien 1, 0, 0. Même pour l'impression des transitions, parfois on a des traits tout simplement, et parfois on a des rectangles carrés, mais le principe reste le même. D'accord? Donc 1, 0, 0 comme marquage initial. Ensuite, je vais franchir cette transition, donc j'ai l'ordre de cycle, et je vais récupérer le marquage 0, 1, 0. Ensuite, en arrivant à la position ici à atteindre, donc je dois basculer vers le franchissement. Donc j'aurai ici mon jeton. Donc je bascule d'abord vers 001 en franchissant cette transition et ensuite je retourne à mon état de départ initial. Donc c'est un exemple simple permettant d'expliquer la chose. Je peux aussi donner cet exemple. C'est un exemple aussi simple. Vous voyez le graphe de marquage aussi, c'est un graphe différent de l'autre. Donc, mais, comme j'ai dit, le principe est le même. Donc, je voulais quand même vous montrer l'ensemble des possibilités, l'ensemble des notations, l'ensemble des schématisations qu'on rencontre dans la littérature. Comme ça, on n'a pas de problème si on rencontre l'un ou l'autre. Donc, vous avez un réseau de Petri quelconque avec
3 places et 4 transitions. Donc, donc c'est un réseau de Petri généralisé. Donc, on le voit bien ici. Vous avez sur les arcs des poids différents de 1. Donc, en l'occurrence, ici, vous avez 3 sur l'arc reliant P1 à T1, mais aussi sur l'arc reliant T2 à P1. OK, donc le marquage initial, c'est bien 3, 0, 0. Je note. Je mets, donc comme j'ai dit, vous pouvez mettre, vous notez comme vous voulez, cette notation par exemple, ou cette notation. Donc vous avez au moins 3 ou 4 notations différentes. Celle-là, celle-là, puis vous avez celle-là. Donc on a opté pour cet exemple la schématisation suivante. Donc vous avez bon, un rond, un cercle, donc vous mettez à côté 3, 0, 0. Ensuite, on va voir les possibilités. Ça veut dire que je peux, à partir de ce marquage, soit franchir T1, soit franchir 3. Donc si je franchis T1, je récupère le marquage 0, 1, 0. Pourquoi 0, 1, 0? Parce que souvenez-vous que dans le cas généralisé, donc, si j'ai un poids ici égal à 3, bah, à ce niveau-là, je dois avoir au moins 3 jetons pour que je puisse, bien sûr, franchir cette transition. Donc, je vais consommer 3 jetons euh, dans la place P1, à partir de la place P1, et que je vais produire à ce niveau-là, mais puisque j'ai rien sur cet arc, c'est-à-dire que le poids est égal à 1, donc je produis qu'un seul jeton. Donc c'est pourquoi j'ai noté 0, 1, 0. Deuxième possibilité, c'est que je peux franchir T3. Mais ici, vous avez que 1. Donc lorsqu'on n'a rien, ça veut dire 1. Donc je vais franchir ici, qu'est-ce que j'aurai après comme marquage? J'aurai 2, je vais consommer un seul jeton, et je vais mettre ici, ou je vais produire ici, un jeton. Finalement, je récupère 2, 0, 1. C'est exactement ce qui est noté ici. Donc, il faut noter, à chaque fois que vous franchissez une transition, donc sur l'arc relative à votre graphe de marquage, vous mettez la transition que nous avons franchie, comme ça, la lecture est plus simple. Donc, à partir de ce marquage, je peux bien évidemment soit franchir T4 et je reviens à mon état initial, soit je franchis T3 et je récupère le marquage 1, 0, 2. D'accord? Si je franchis T3. J'avais au début 2, donc je consomme encore un autre jeton et il me reste un seul ici. Je vais mettre ici 1. Avec le 1 qui était déjà là, j'aurai 2. Donc c'est exactement ce qui est là, 1, 0, 2. Et donc c'est exactement la même chose on va faire pour, à procéder pour récupérer le graphe de marquage final. Remarquez qu'on ne peut pas, par exemple, à partir de ce marquage qui est 003, retourner vers le marquage initial directement, mais on est obligé de passer par ces marquages intermédiaires avant d'arriver à notre marquage initial. D'accord? Aussi, on parle de graphes non cycliques, c'est-à-dire qu'on ne peut en aucun cas retourner à notre état initial. Donc, vous avez ce réseau de Petri caractérisé par deux places de transition. Donc, le marquage que vous avez ici initial, c'est bien de 0. Donc, je fais ce choix de P0, P1 dans cet ordre-là. Donc, j'aurai 2, 0. Ensuite, je note, vous voyez, maintenant j'ai changé encore une fois le schéma, la façon de schématiser le marquage, soit avec des crochets, soit avec des ronds, soit avec des rectangles. Donc, on a une certaine flexibilité par rapport à la schématisation de notre graphe de marquage. Donc ici, quand vous êtes sur un marquage de 2 zéros, vous avez la possibilité de franchir T0, comme vous avez la possibilité aussi de franchir T1. Donc, franchir T0, je récupère un marquage de 1,1. Et si je franchis T1, je récupère aussi le marquage 1,1. Et si je mets que T0, mais logiquement, on a la possibilité de franchir aussi T1. OK, donc à partir de 1, 1, si je franchis encore une fois T0, je récupère le marquage 0, 2. Et si je franchis la transition T1,
je récupère un marquage 0, 1. Remarquez bien ici que cette place représente à la fois une entrée pour cette transition et une sortie pour cette même transition. Donc voilà encore une fois comment on schématise donc, un graphe de marquage. Et dans ce cas-là, bien sûr, c'est un graphe qui n'est pas cyclique. Donc s'il n'y a pas de cycle dans le graphe de marquage, c'est qu'il y ait une fin. Donc on parle ici d'un blocage. Un autre exemple d'un graphe de marquage. Donc, vous avez un graphe qui est borné. Donc, la lecture reste la même. Donc, ici, vous avez un autre schéma, donc une autre façon de noter votre graphe de marquage avec des rectangles qu'on peut diviser en fonction du nombre de places. Parce que vous avez ici 4 places, donc vous mettez 4 petits rectangles dans le grand rectangle. Et vous mettez donc, comme classiquement on fait, le marquage initial, c'est bien M0 qui est ici. Donc on va choisir l'ordre P1, P2, P3, P4. Donc j'aurai 1, 0, 0, 0, je note 1, 0, 0. À partir de là, vous voyez bien que la transition T1 est bien la transition qu'on a la possibilité de franchir. Donc, j'aurai comme franchissement, comme marquage après franchissement de ce T1, le marquage M1, 0, 1, 0, 0, donc 0, 1, 0, 0. À partir de là, j'ai la possibilité de franchir soit T2, soit T5, d'accord? En franchissant T2, attention, c'est un réseau de Petri généralisé, donc je dois mettre 2 jetons ici, donc c'est pourquoi vous voyez ici 2 jetons. Et à ce niveau-là, si je franchis T3, donc c'est 1 ici, donc je vais mettre 1. Et à partir de là, en franchissant T4, je récupère le marquage M1. Et à partir de ce marquage, en franchissant T3, je récupère mon marquage initial. Aussi, ici, on parle d'un graphe infini. Donc, vous avez un graphe de marquage qu'on peut représenter aussi de cette manière. Ça n'est pas la même chose que cette schématisation, mais cette fois-ci, au lieu de mettre le marquage ici, par exemple, pour ce réseau de Petri, vous avez 3 places. Donc, P0, P1, P2. Donc, au lieu de mettre, par exemple, ici 1, 0, 0, je vais mettre juste P0 qui est le nom de la place qui a vraiment ce marquage. Les autres, je ne les mets pas. Donc, au lieu de mettre 1, 0, 0, je vais mettre P0 relative à cette place qui a 1 comme jeton. Un jeton. Ensuite, je regarde, je vois que je peux franchir T0, donc T0 est franchissable. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 0, 1, 1. Donc 0, 1, 1, ça veut dire que je n'ai pas de jeton au niveau 0, j'ai un jeton ici, un jeton ici. Donc je vais prendre en considération le nom de chacun de ces places. P1, P2, je note ici. P1, virgule, P2. Donc maintenant, vous avez P1, P2 qui ont un jeton chacun. Lui, donc ça bloque quelque part ici, je ne peux pas avancer. Ici, il y a la possibilité de franchir T1. Et donc, je vais retourner en franchissant T1 et en passant de 0, 1, 1 à 1, 0, 1. 1, 0, 1, ça veut dire que je suis là. 1 pour dire P0, ici 0 pour ne rien dire, et donc je ne mets pas P1, et 1 ici pour dire P2. Ensuite, il y a toujours ici, ça bloque, mais ce qui est encore à remarquer, c'est que ça commence à augmenter de façon infinie avec le temps. Vous allez voir que ça augmente. C'est pourquoi à chaque fois on rajoute un chiffre. Au début, c'était 1, ensuite 2, ensuite 3, et à un moment donné, ça va être infini. Donc, etc. Pour dire que ça s'arrête jamais. C'est pourquoi on parle de graphe infini. Mais à un moment donné, on va trouver moyen pour bloquer cette infinité d'augmentation, donc en mettant tout simplement un paramètre qui dit, une fois le concepteur
spécialiste en réseau de Petri le voit et sait bien qu'il s'agit d'un réseau de Petri ou d'un graphe qui est infini. Donc, la méthode reste la même jusqu'à ce qu'on arrive à dire etc. ou à des pointiers pour dire ça s'arrête jamais. Aussi, donc on peut prendre par exemple cet exemple comme exemple d'un graphe aussi infini qui n'est pas borné bien sûr. Hein. Donc, l'exemple que nous avons, donc, voyez déjà pour la schématisation, on a déjà introduit d'abord le nom M0 et le marquage à l'intérieur de votre rectangle. C'est la même chose pour l'ensemble des marquages. Ça aussi, il s'agit d'un graphe de marquage aussi, hein, d'accord? Donc, vous avez comme marquage initial 1, 0, 0, 0. Donc, vous notez 1, 0, 0. Ensuite, c'était A qui est franchissable. Donc, j'aurai 0, 1, 1, 0, 0. C'est ce que je note ici. Ensuite, vous avez les possibilités. Vous avez les possibilités d'aller vers TC, soit vers TB. En essayant de procéder de la même manière que tout à l'heure, on va récupérer quelque chose qui est aussi infini. Donc, on va vers etc. Donc, on peut continuer indéfiniment la séquence TA, TB, TE. Par exemple, le nombre de jetons dans P3 augmente à chaque tour. Donc, vous voyez que nous avons ce problème d'infinité et de non-bornitude pour ce problème. Comment on va régler cela? Donc c'est là où la notion d'arborescence ou arborescence de couverture ou graphe de couverture apparaît. Donc une arborescence est un graphe particulier composé d'arcs orientés qui divergent à partir d'un nœud appelé racine de l'arborescence. Elle ne comprend pas de circuit. Donc, un exemple simple, vous avez un réseau de Petri, par exemple, ici, vous avez à l'état initial, vous avez 0 comme marquage. Ensuite, en franchissant T1, donc, puisque T1, elle est toujours franchissable dans ce cas-là, donc j'aurai comme marquage 1. Et à partir de ce marquage, si je franchis T2, je retourne à mon état 0. Si je franchis encore une fois T2, je vais augmenter mon marquage. Et donc, à chaque fois que je franchis T1, ben, mon marquage augmente de façon continue et vers l'infini. Donc, comment régler cela? C'est tout simplement, au lieu de laisser les choses vont vers l'infini, on va remplacer, par exemple, à ce niveau-là ou à ce niveau-là, le chiffre qui augmente, variable, par certain oméga. Donc, ici, c'est un exemple. Donc, si vous avez un marquage initial et à chaque fois qu'on franchisse le, je dirais, la transition qui nous permet d'augmenter le marquage à une place ou à un nombre de places dans un réseau de Petri, on bloque avec un oméga. Et la même chose ici, puisque les choses commencent à augmenter, que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là. Donc, voilà le principe d'arborescence ou le graphe de couverture. Donc, un graphe de marquage ne peut plus être construit quand le réseau est non borné. C'est ce qu'on a vu comme exemple, au moins 2-3 exemples, c'est-à-dire quand le nombre de marquages accessibles est infini. Donc, pour cela, nous avons recours au graphe dit de couverture. Donc, c'est un graphe à nombre de marquage fini. Autrement, ça veut dire que le graphe de couverture remplace le graphe de marquage pour les réseaux de Petri non bornés. Je les mets en bleu pour préciser que c'est possible ce graphe de couverture dans le cas réseau de Petri non borné. Donc on peut obtenir un graphe de couverture en fusionnant les nœuds de l'arborescence de couverture qui correspond au même marquage. En fait, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure en remplaçant ces nœuds ou ces marquages relatifs à des places pour lesquelles il y a une augmentation continue par un paramètre. Donc ici, on a l'algorithme
qui va, on va dire, résumer la construction de ce graphe ou cette arborescence de couverture. Donc, le pas 1, à partir du marquage initial M0, on indique toutes les transitions validées et les marques accessibles successeurs correspondants. Si un démarquage est strictement supérieur à M0, on met la variable oméga pour chacune des composantes supérieures aux composantes de M0. Deuxième pas, pour chaque nouveau marquage MI, on fait soit le pas de 1, soit le pas 2. Donc ici, vous avez les deux pas de 1, pas de 2, qui sont justement liés au pas 2. Donc s'il existe sur le chemin de M0 à MI, ce dernier était exclu, un marquage MJ est égal à MI, alors MI n'a pas de successeur. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, le deuxième sous-pas, on va dire, sinon, on prolonge l'arborescence en ajoutant tous les successeurs d'un i pour chaque successeur mk de mi. Donc, une composante oméga de mi reste une composante oméga de mk. Puisque ça augmente de toute façon, et donc on va plus s'arrêter, donc que ce soit oméga pour mi ou pour mk. Donc, s'il existe un marquage MJ sur le chemin de M0 à MK tel que MK est supérieur à MJ, alors on met oméga pour chacune des composantes supérieures aux composantes MI. C'est ce que je viens de dire. Donc, voilà. Donc, c'est un algorithme qui résume un petit peu la méthode qu'il faut adopter lorsqu'on a un problème de non-bornitude. Donc, un exemple encore mieux expliquant l'application de cet algorithme. Donc, vous avez un réseau contenant donc 3 places, P1, P2, P3, et contenant 4 places, T1, transitions, 4 transitions, pardon, T1, T2, T3 et T4. Donc, à partir de marquage initial, nous avons 1, 0, 0. Ensuite, nous avons la possibilité de franchir T1, T2, T3. Donc, vous mettez les 3 possibilités, T1, T2, T3. Commençons par T1. Donc, si je franchis T1, qu'est-ce que j'aurai comme marquage? J'aurai tout simplement, donc ici, un réseau de Petri généralisé. Donc ici, pour pouvoir mettre des jetons ici, 2 jetons, je dois avoir au moins 2 jetons ici, ce qui n'est pas possible. Donc, je vais franchir la transition et je récupère tout simplement. Non, je suis désolé. Donc, parce que quand vous franchissez T. Alors là, si je suis sur T1, donc j'étais en train de raisonner sur T2. Donc, pour T1. Donc, pour T1, ça veut dire je dois franchir ici. Donc, j'aurai tout simplement 0, 1, 0. Voilà. Pour T2. Voilà, c'est pour T2 où ça va augmenter de façon continue, puisque T2. Ah oui, donc c'est un réseau de Petri généralisé. Donc, j'ai besoin d'un seul jeton pour, bien sûr, produire ici 2 jetons. Donc, quand on franchit T2, qu'est-ce que je récupère comme marquage? Puisque ici, cette entrée reste aussi une sortie, donc ça ne change pas. Donc, je consomme 1 et je produis 1. Donc, il me reste le 1 que j'ai ici. Mais à ce niveau-là, pour la P2, il n'y a rien, donc je mets 0. Et pour la P3, donc je vais produire 2 jetons. Voilà, on y arrive. On y arrive. Donc, T2. Donc, après, T2 reste toujours franchissable. Si je franchis T2 2 fois, donc justement ici, je vais encore rajouter 2. Donc, ce qui fait, ça va donner 4 jetons. Et à chaque fois que je franchis T2, lorsque bien sûr P1 P1 contient un jeton, ben, ça augmente. À un moment donné, en appliquant l'algorithme, au lieu de garder quelque chose d'infini qui ne s'arrête plus, on le bloque avec certains paramètres, cette variable oméga.
Donc, on fait la même chose. Par exemple, ici, j'ai 0, 1, 0. Si je franchis T4, alors, qu'est-ce que j'aurai quand je franchis T4? Donc ici, toujours j'ai 0. Ici, je garde mon jeton puisque je vais le consommer, le produire. Ici, ça va augmenter. Au début, j'aurai 3. Ensuite, j'aurai 6. Si ça augmente, donc tout de suite, on va mettre le paramètre oméga, ou la variable oméga. Donc, on fait la même chose pour l'ensemble des marquages et l'ensemble des places pour lesquelles nous avons cette augmentation de façon continue et on remplace par oméga. Donc, voilà comment on peut construire l'arborescence de couverture ou le graphe de couverture. Voilà, donc ici, vous avez le même exemple que tout à l'heure. Donc là, on voit bien que c'est là où ça augmente de façon continue. À chaque fois qu'on franchit T0, ben, ça augmente ici. Donc logiquement, on doit avoir le oméga. Ou bien, si vous voulez utiliser cette notation. Donc, j'ai gardé la même notation tout à l'heure avec P0, P1, P2, P0, P2. Et à un moment donné, c'est P2 qui augmente. Ils mettent quoi? Ils mettent infini. Soit vous mettez infini et vous restez là où vous êtes. Là, ça augmente pour dire que c'est supérieur, marquage supérieur, que ce soit pour ce cas-là, donc il faut comparer avec les marquages de départ, et la même chose pour le deuxième cas. Après, on peut dire qu'ici, c'est pas obligatoire, on peut ne pas le mettre. Donc, si vous mettez celle-là, ça veut dire que ça bloque. Mais bon, donc, il vaut mieux le faire parce que le marquage ici, par exemple, est différent de l'autre. Là, ici, c'est P1. Donc, j'aurai un jeton sur P1 et ici, j'aurai oméga. Donc, si vous voulez mettre la notation d'avant, vous aurez ici comme marquage 0, 1, oméga. Ici, vous aurez 1, 0, oméga. OK? L'autre exemple, toujours, on revient à notre exemple de tout à l'heure. Donc, vous avez le marquage initial. Après, vous regardez l'évolution et vous comparez. Vous regardez que le marquage à l'instant t plus 1 est supérieur au marquage à l'instant t. Bien sûr, le marquage relatif à cette même place P, I. Et donc, à un moment donné, puisque ça ne s'arrête pas, donc vous remplacez ce marquage par oméga, que ce soit à ce niveau-là par exemple ou à ce niveau-là. Donc, et comme ça, vous avez bien proposé votre graphe de couverture ou votre arborescence de couverture, justement relative au réseau de Petrie non borné. Donc ici, vous avez un exemple. Donc, je vous laisse le temps pour le faire à tête reposée. En tout cas, il n'est pas compliqué. Donc, l'objectif, c'est toujours construire l'arborescence de couverture et le graphe de couverture. Donc, vous, calculez, vous proposez d'abord le graphe on va dire, de couverture, puis après, vous remplacez par la valeur oméga lorsque vous voyez que cette place, son marquage augmente de façon infinie. En déduire les places qui ne sont pas bornées. Donc, je vous laisse donc le temps pour le faire. Donc, on peut, pour avancer un petit peu, aller vers l'étude des propriétés par l'algèbre linéaire. Donc, on va voir donc surtout le cas algèbre linéaire en utilisant surtout les fonctions de pré-condition et post-condition, puis chercher la matrice d'incidence, etc., etc. Donc, on essaye d'avancer un peu parce qu'on est un petit peu en retard. Donc, nous allons introduire dans ce cas un certain formalisme dans la définition des réseaux de Petrie et certains de leurs propriétés. Cette section donc s'applique aussi bien au réseau de Petrie généralisé qu'au réseau de Petrie ordinaire.
Donc, un réseau de Petrie ordinaire non marqué est un quadruplet, donc noté N ou R selon les références, caractérisé bien sûr par l'ensemble des places, l'ensemble des transitions, puis vous avez les entrées notées pré et les sorties notées post, ou bien les préconditions et les post-conditions. Telles que, donc P est un ensemble fini non vide de place, P est égal à l'ensemble P1, P2 jusqu'à Pn. Puis vous avez T qui est l'ensemble fini de non-vide de transition noté, donc T1, T2 jusqu'à Tn. Donc vous avez M transition et Pn en place. Puis l'intersection entre l'ensemble des places et l'ensemble des transitions est égale à l'ensemble vide. Donc la fonction prédéfinie de TP sur 0,1 est bien la fonction de précondition ou d'incidence avant, telle que si un arc relie PI à TJ, donc vous avez pré-PI TJ est égal à 1, là, sinon est égal à 0. Donc, ces valeurs 1, 0 dans le cas ordinaire ou bien dans le cas généralisé, c'est supérieur à 1 ou égal à 0 ici, ben, sont les poids, bien évidemment, de ces arcs, reliant les places aux transitions. Pour le cas post, ou la fonction de sortie définie de TP sur l'ensemble 0,1, eh bien, la fonction de post-condition en incidence arrière, telle que si un arc relie TJ cette fois-ci à PI, tout à l'heure c'était PI à TJ, maintenant c'est le contraire, pour parler de sortie. Donc, vous avez post PI TJ est égal à 1, sinon post PI TJ est égal à 0. Donc, ça représente aussi le poids. Attention, dans le cas généralisé, on ne parle pas de 1 ici, mais plutôt d'une valeur supérieure à 1. Donc, pré-PITI est le poids de l'arc, PITJ, et post-PITJ, bien le poids de l'arc TI, PI. Un exemple concret, simple. Donc, si je prends par exemple la fonction pré reliant PI à T2, donc avec I est égal à 1 à 2, ça veut dire ici vous avez P1 et P2. Donc P1 est relié à T2 par un arc de poids 1, je note 1. P2 est relié à T2 par un arc de poids 1, donc je mets 1. Pour 3, 4, donc je vois bien que PI n'a pas de lien de lien par rapport à T2. Donc je mets 0. La même chose pour P4. P3 et P4 ne sont pas liés directement à T2, donc je note 0. Pour le cas, on va dire 5, la place 3 est la transition 3. Donc P3 est bien lié à T3 avec un arc de poids égal à 1, je note 1. Pour le cas PIT3 avec I est égal à 1, 2, 4, nous avons toujours 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lien. Si je prends par exemple le 2, donc P2 et T3. Donc P2, T3, il n'y a pas de lien, donc je note 0. D'accord? Donc la même chose pour le cas post-condition, ça veut dire la sortie, autrement, le poids de cette sortie qui relie la place P3 à la place T2. Par exemple, ici pour P3 et T2, donc je prends la place P3 et la transition T2. Alors, P3 et T2. Plutôt, attention, c'est le contraire. Ça veut dire l'arc reliant les transitions en place. Ça veut dire T2 à P3. De T2 à P3. Donc, j'ai bien un 1. Donc, faites attention, lorsque je parle de la fonction d'entrée et la fonction de la précondition, on prend en considération la direction ou le sens place-transition. Ici, on prend le sens transition-place. Ici, vous avez aussi certains exemples. Donc, before and after ici, vous avez avant
Donc, vous avez la transition T1. Donc, juste ici, le côté marquage. On n'a pas fait le calcul de ces différentes fonctions de pré et de post-condition, ou les fonctions d'entrée et de sortie. Donc, ça, c'est facile. Le cas généralisé, donc un réseau de Petrie généralisé non marqué est défini comme un réseau de Petrie ordinaire non marqué, sauf que l'application d'incidence avant est définie par près, la fonction d'entrée définie de TP sur n, cette fois-ci pas sur 0,1. La même chose pour l'application d'incidence arrière ou la fonction post-condition qui est définie aussi sur n. Donc à chaque arc est ainsi associé un nombre naturel appelé poids, qui peut être différent de 1. Mais dans le même réseau de Petrie, on peut avoir des arcs pour lesquels le poids est égal à 1 et d'autres pour lesquels le poids est supérieur strictement à 1. Bon, ici, la notion de capacité, donc on l'a vu déjà. Si on parle de la notion d'ensemble des places d'entrée, transition, places d'entrée de places, etc., etc. Donc, à l'aide des applications pré-post, on peut définir les ensembles des places transition d'entrée, de sortie d'une transition place. Ça veut dire des places transition d'entrée, de transition, des places d'entrée du transition, place des transitions d'entrée d'une place, etc. Donc, vous avez en gros les 4 possibilités ici. Donc, vous avez l'ensemble des places d'entrée de la transition, ici, définie par pré-PITI qui doit être supérieur à 0. Donc, vous avez l'ensemble des places d'entrée de la transition. Ensuite, vous avez l'ensemble des places de sortie, donc post-sortie de la transition. Ensuite, vous avez l'ensemble des transitions d'entrée de la place. D'entrée de la place. Voilà, c'est bien ça. Et après, vous avez l'ensemble des transitions ici de sortie de la place. Donc, il faut les inverser. Il faut raisonner par rapport à la fonction pré, puis après par rapport à la fonction post, et le fait que le lien change entre les places et les transitions, ou bien l'arc sur lequel on raisonne. Comme ça, vous définissez les places, les entrées et les sorties par rapport aux places et par rapport aux transitions. Donc, aux applications pré et post sont associées des matrices qu'on appelle matrice d'incidence avant et matrice d'incidence arrière. Donc, pour la matrice d'incidence avant, c'est bien la fonction pré. Donc, associée à l'application pré, elle est définie par oméga moins, ou l'élément WIJ moins. Donc, finalement, on a un certain nombre d'éléments qui se trouvent dans cette matrice, avec WIJ égal près de PI TG. Donc, l'ensemble des PI et l'ensemble des TG qu'il faut prendre en considération, calculer à chaque fois l'élément concerné qu'il faut mettre dans la matrice d'incidence avant. La même chose doit être faite par rapport à l'application post. On calcule WIJ plus cette fois-ci, donc dans le cas arrière c'est plus, dans le cas avant c'est moins. Et donc, à chaque fois qu'on calcule l'élément, on le met dans sa matrice, bien sûr, concernée, que ce soit d'incidence avant ou d'incidence arrière. Donc, vous avez ici un exemple simple permettant de calculer ces matrices de pré-condition et post-condition. Donc, ici, c'est l'ensemble. Donc, par exemple, ici, ça représente W, puisqu'on parle de pré, donc moins. Donc, W1 moins. Ici, c'est W12 moins, etc. Donc, c'est comme ça qu'on fait des notations. Donc, je prends un exemple après. Vous avez déjà vu comment on fait ce calcul. Donc, par exemple, 1 représente le poids de l'arc P2 T1. Je prends la place P2 et je regarde T1, où est-ce qu'il est T1, il est là. Donc, je vois bien qu'il y a un arc direct qui relie cette place à T1 avec un poids 1. Et donc, je note 1.
Donc, pareil, vous prenez n'importe quel exemple ici. Je prends par exemple ici 0, donc ça veut dire la deuxième place est la quatrième transition. Deuxième place, quatrième, donc deuxième place ici, quatrième transition, il n'y a pas de lien direct qui relie P2 à T4. Donc, je note 0. Donc, ici, c'est le sens inverse. Donc, ici, toujours, ce sont l'ensemble des poids relatifs aux différents arcs et relient les TI ou TJ. Si vous prenez, par exemple, l'arc ici qui relie la place P2 plutôt parce que c'est poste, la fonction poste. Donc, c'est la transition T4 à la place P2. Donc, T4 et P2. Donc, nous avons effectivement un lien direct qui relie, ou bien un arc qui relie T4 à P2 et pour lequel nous avons un poids est égal à 1. Donc, je note 1. Et donc, faites la même chose et vous récupérez vos différentes fonctions d'incidence avant et arrière. Euh, ça se complique parfois lorsqu'on a beaucoup de places et beaucoup de transitions, mais le principe de calcul reste le même, toujours pour le pré et post. Donc, parfois, il faut trouver des astuces. Donc, ici, si le lien entre les PI et les TJ, ici, c'est le contraire. C'est entre les TJ et les PI, vous récupérez les poids. Donc, si vous remarquez, même si j'ai pas de marquage sur les places, donc les fonctions d'incidence arrière et les fonctions d'incidence avant sont indépendantes de ces marquages. Donc, même si j'ai un réseau de Petri qui n'est pas marqué, ben, là, les deux fonctions sont toujours calculables et bien évidemment avec cette façon. Euh, donc, je pense qu'ici, c'est à peu près la même chose. On parle marquage de Petri. Donc, un réseau de Petri marqué est un double par un réseau de Petri non marqué, Q, et un marquage initial M0. Donc, vous avez un premier exemple, un deuxième exemple. Marquage initial, ici, marquage initial. Après, selon ce que vous avez comme évolution, vous récupérez tout ce que nous avons vu en termes de graphe de marquage, graphe d'évolution et bien sûr les différentes matrices qu'on vient de voir, comme la matrice d'incidence avant et après. Et aussi, on peut calculer la matrice d'incidence de cours qu'on va voir plus tard. Donc, nous avons la condition de franchissement, donc ça veut dire transition sensibilisée. Donc, une transition TJ est franchissable si, quel que soit P appartenant à P, le marquage de P est supérieur ou égal au près PI TJ. C'est-à-dire le poids, le marquage de cette place doit être supérieur au poids de l'arc reliant PI à TJ. Cette même place à la transition TJ qu'on cherche à franchir ici. Donc après franchissement, on obtient un nouveau marquage M' donné par, quel que soit PI appartenant à P, M' de PI est égal à M de PI moins près plus post, bien évidemment. Le PI, on le voit ici. Donc ici, ça relative aux différentes PI. Et bien sûr, le calcul, on peut le faire pour l'ensemble des pays. Donc, le marquage initial après marquage après franchissement et le marquage initial et la fonction pré et la fonction post. Donc, ils sont reliés par cette relation. Pré, c'est l'entrée, post, c'est sortie. Ici, vous avez des notations. Donc, T est franchissable depuis M, ce que je peux noter de cette manière. M, crochet T supérieur ou accolade sous cette forme, ou bien sous forme M avec une flèche au-dessus, il y a la transition T qu'on va franchir. Franchissement de T depuis M donnant M', donc je note comme ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Parfois, franchissement d'une séquence de transition, on peut mettre S, par exemple. Marquage après franchissement, cette formule, c'est exactement la même que celle-là. Écrite cette fois-ci pas en utilisant les fonctions pré-post, mais les fonctions entrée-sortie. Comme ça, vous rencontrez cette notation ou l'autre, donc c'est pareil.
Donc, vous avez ici un exemple. Donc, vous pouvez bien sûr utiliser comme application pour récupérer le marquage, bien sûr, comme celle-là. Donc, vous utilisez cette méthode, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Vous avez pour le calcul de marquage ici. Hein. Donc, vous avez le marquage initial, c'est bien 3, 1, 0. Et le marquage final, c'est bien 1, 0, 5. Donc, ce que vous allez faire, donc je vous donne quelques consignes. Vous calculez pour chaque point la fonction pré et la fonction post. Vous avez déjà le marquage initial. Faites cette opération. Assurez-vous que vous allez trouver effectivement 1, 0, 5. Donc, graphiquement, c'est plus simple. Mathématiquement, parfois, pour juste vérifier cette relation. Donc, on n'hésite pas à le faire. Comme ça, vous comparez entre le calcul direct graphique, qui est simple, et le calcul mathématique. Alors, vous avez la notion de la matrice d'incidence C ou W, donc on note soit W, soit C selon les références. Donc, on appelle cette matrice d'incidence la différence entre les marquages M et M'. Cela veut dire, quand vous calculez cela, vous récupérez le marquage, la différence entre la fonction sortie et la fonction d'entrée. Donc, c'est le marquage. La matrice d'incidence, est égale la matrice d'incidence avant et la matrice d'incidence arrière. Arrière et avant. C'est-à-dire W est égal à W plus moins W moins. D'accord? Vous pouvez aussi, pour cet exemple, faire cette vérification. Donc, je vous laisse le temps pour faire le calcul. Donc, vous calculez d'abord la fonction post, la fonction pré, faites la différence. Logiquement, vous récupérez cette fonction C, qu'on appelle matrice d'incidence. Quelques remarques. Donc, la matrice d'incidence est indépendante du marquage, chose normale, puisque les deux autres matrices, que ce soit la matrice d'incidence avant ou arrière, sont aussi indépendantes du marquage. La matrice d'incidence est liée à la structure du réseau de Petri. Donc, justement, on a quand même une structure bien donnée. Quand le réseau de Petri change, effectivement, sa matrice d'incidence va changer. Donc, si le réseau de Petri est pur, alors il est possible de reconstruire le réseau de Petri à partir de la matrice d'incidence. Cela veut dire que si notre réseau de Petri n'est pas pur, c'est-à-dire impur, il y a probabilité de ne pas pouvoir reconstruire le réseau de Petri à partir de sa matrice d'incidence. Donc, on donne deux exemples et après, vous allez vérifier que on peut peut-être reconstruire à partir d'un réseau de Petri pur et ne pas le faire pour le cas d'un réseau de Petri impur. Donc, la matrice d'incidence suivante correspond aux deux réseaux de Petri. Donc, faites le calcul, vous avez cette matrice d'incidence qu'on peut récupérer soit à partir de ce réseau de Petri, soit à partir de ce réseau de Petri. Dans le cas d'un réseau de Petri impur, on ne peut donc pas reconstruire RDP à partir de sa matrice d'incidence. Donc, faites la chose, essayez de reconstruire la matrice impure, le réseau de Petri impur. W ne contient donc pas toujours toute l'information sur la structure du réseau de Petri. Donc ça, peut-être noté comme inconvénient de ce passage, de cette reconstruction de réseau de Petri, si jamais on veut le reconstruire à partir de la matrice d'incidence. Donc ici, vous avez une propriété, c'est exactement ce que nous avons vu, puisque la matrice d'incidence, c'est bien la différence entre la sortie et l'entrée. Donc c'est effectivement, on peut récupérer à partir d'un marquage donné, et en connaissant la matrice d'incidence, on peut, ça c'est la matrice, le marquage initial, on peut récupérer un marquage donné, donc en franchissant T. Donc vous avez un exemple. Donc, on peut calculer, par exemple, l'entrée justement par rapport à T1. Donc, on a choisi juste T1. Donc, T1, c'est là. Donc, c'est la fonction près. Donc, ça recentre les places et les transitions. Donc, par exemple, pour P2 et T1, j'ai 0. Il n'y a pas de lien direct. Donc, je note 0. Et pour la place P1 et T1, vous avez un arc de poids 2. Donc, 2 qui est inférieur ou égal
le marquage M0 initial qui est de 2, 1. Attention, ici vous avez P1, ici vous avez P2. Donc le choix toujours dans ce sens pour garder le même principe. Cela ne veut pas dire que si on fait l'autre choix, c'est faux. Non, ça n'est pas faux, mais juste si vous notez P0, P1, P2, P3, il vaut mieux garder ce choix. Ça part par la facilité de calcul pour faciliter tout simplement le raisonnement et par la suite ne pas être perturbé par des ordres qui ne sont pas les bonnes. Donc, à partir de M0, en franchissant T1, je récupère M, qui est égal à M0 moins l'entrée par rapport, bien sûr, à la transition T1, plus la sortie par rapport. Donc, vous calculez la sortie aussi. Donc, normalement, le marquage initial, c'est bien de 1. L'entrée par rapport à T1, toujours, c'est bien de 0. Et la sortie, c'est bien un 1. Faites le calcul pour la sortie, normalement, c'est un 1. Et vous récupérez bien 1, 2 comme marquage une fois qu'on a franchi T1. Donc, j'applique maintenant cette propriété pour récupérer M'. Donc, vous avez M ici, c'est M0. M', c'est ce que je cherche ici, la matrice d'incidence. Donc, vous calculez votre matrice d'incidence et vous récupérez en rajoutant cela à votre matrice, à votre marquage initial et vous récupérez le marquage recherché qui est bien 1, 2. Donc, on a exactement le même résultat. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je pense qu'on a un petit peu avancé. Donc n'hésitez pas de revoir ces exercices et la séance prochaine, si jamais vous n'avez pas compris quelque chose, on peut le faire ensemble. Donc merci beaucoup pour votre attention et à la semaine prochaine. Au revoir.